Imaginez un instant que vous tenez 2 particules de lumière dans vos mains. 2 minuscules photons, si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Maintenant, imaginez que vous en envoyez un à l'autre bout de l'univers, à des milliards et des milliards d'années-lumière de distance. Ce qui va suivre va complètement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité elle-même. Car ces 2 particules, séparées par des distances inimaginables, restent connectées, instantanément, sans délai, comme si l'espace entre elles n'existait tout simplement pas. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une théorie farfelue, c'est de la physique prouvée, confirmée par des dizaines d'expériences, récompensées par le prix Nobel. Et ce soir, nous allons plonger ensemble dans ce mystère le plus profond que l'univers nous ait jamais révélé. Albert Einstein lui-même a appelé ce phénomène l'action fantomatique à distance. Il refusait d'y croire. Il pensait que c'était impossible, que cela violait les lois fondamentales de la physique. Et pourtant, des décennies après sa mort, nous avons prouvé qu'il avait tort. L'univers est bien plus étrange, bien plus mystérieux, bien plus interconnecté qu'Einstein n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce soir, laissez-vous porter par cette exploration. Respirez profondément. Détendez-vous. Car nous allons voyager ensemble aux confins de la réalité, là où les règles normales ne s'appliquent plus, là où 2 particules peuvent être une seule entité, malgré les distances infinies qui les séparent. Préparez-vous à voir l'univers d'une manière complètement nouvelle. Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, laissez-moi vous partager quelques faits qui vont immédiatement capturer votre imagination. En 2017, des scientifiques chinois ont réussi à maintenir un lien quantique entre 2 photons séparés de plus de 1200 km. L'un était sur Terre, l'autre dans un satellite en orbite. Et quand ils ont mesuré l'un, l'autre a instantanément révélé son état correspondant. Passe à la vitesse de la lumière, instantanément, comme si la distance n'existait pas du tout. Et voici ce qui est encore plus troublant. Selon la relativité d'Einstein, rien ne peut voyager plus vite que la lumière. C'est la limite de vitesse cosmique absolue. Et pourtant, cette connexion entre particules intriquées semble ignorer complètement cette règle. Comment est-ce que c'est possible? Cette question a hanté les physiciens pendant près d'1 siècle. Et la réponse, comme vous allez le découvrir, remet en question notre compréhension même de ce qu'est l'espace, le temps et la réalité. Certains scientifiques pensent maintenant que cette connexion instantanée pourrait être la preuve que nous vivons dans une simulation. D'autres croient que cela révèle que l'univers entier est fondamentalement interconnecté, que la séparation que nous percevons entre les objets est une illusion. Et il y a même des chercheurs qui pensent que ce phénomène pourrait expliquer le mystère de la conscience humaine elle-même. Si ces idées vous fascinent autant qu'elles me fascinent, et si vous voulez explorer les secrets les plus profonds de notre cosmos, alors vous êtes exactement au bon endroit. Prenez un moment pour vous installer confortablement. Ajustez vos oreillers. Tirez votre couverture. Car ce voyage va durer un moment, et chaque minute va approfondir votre compréhension de cette réalité extraordinaire dans laquelle nous vivons tous. Maintenant, commençons par le commencement. Pour comprendre comment 2 particules de lumière peuvent être connectées à travers l'univers, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement la lumière. Et cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, a tourmenté les plus grands esprits de l'humanité pendant des millénaires.
Les anciens Grecs pensaient que la lumière fonctionnait d'une manière que nous trouvons aujourd'hui assez amusante. Et ils croyaient que nos yeux émettaient des rayons comme des projecteurs qui illuminaient le monde autour de nous. C'est pourquoi nous pouvions voir. Empédocle, Platon et même Euclide soutenaient diverses versions de cette théorie de l'émission. Ce n'est qu'au XIe siècle qu'un scientifique arabe nommé Ibn al-Haytham a prouvé de manière convaincante que c'était l'inverse. La lumière venait des objets vers nos yeux, pas le contraire, mais cela soulevait une nouvelle question. Qu'est-ce que cette lumière qui voyage vers nos yeux? Est-ce une sorte de substance? Une onde? Un flux de particules? Cette question a divisé les plus grands scientifiques pendant des siècles. Isaac Newton, l'un des génies les plus remarquables de l'histoire humaine, était convaincu que la lumière était composée de minuscules particules qu'il appelait corpuscules. Non, il avait de bonnes raisons de le penser. La lumière voyage en ligne droite, elle rebondit sur les surfaces comme des balles de billard, et elle crée des ombres nettes. Tout cela suggérait un comportement particulier. Mais un autre géant de la science, Christian Huygens, n'était pas d'accord. Il pensait que la lumière était une onde, comme les ondulations à la surface d'un étang. Et lui aussi avait de bonnes raisons. La lumière pouvait se courber autour des obstacles, créer des motifs d'interférence et se comporter de manière que des particules simples ne pouvaient pas expliquer. Pendant plus de 300 ans, cette bataille entre les partisans des ondes et les partisans des particules a fait rage. Chaque camp avait des preuves convaincantes, chaque camp avait des expériences qui soutenaient leur position. Et puis, au début du XXe siècle, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Les deux camps avaient raison, et les deux camps avaient tort. La lumière n'était ni une onde, ni une particule. Elle était les deux à la fois, et ni l'un, ni l'autre. C'était le début de la révolution quantique, et rien ne serait plus jamais pareil. Le photon, cette particule fondamentale de lumière, est peut-être l'entité la plus étrange de tout l'univers. Pensez-y un instant. Un photon n'a absolument aucune masse, zéro. Et pourtant, il transporte de l'énergie. Il peut chauffer votre peau, faire pousser des plantes, et même endommager vos yeux si vous regardez directement le soleil. Comment quelque chose sans masse peut-il avoir de l'énergie? C'est déjà profondément mystérieux. Mais ce n'est que le début. Et un photon voyage toujours exactement à la même vitesse, environ 300 000 km par seconde. C'est la fameuse vitesse de la lumière, la limite de vitesse absolue de l'univers. Rien ne peut aller plus vite. Et voici quelque chose qui va vraiment plier votre esprit. Du point de vue du photon lui-même, le temps ne passe pas du tout. Si vous étiez un photon voyageant d'une étoile lointaine vers la Terre, un voyage qui pourrait prendre des millions d'années, de notre perspective, pour vous, ce serait instantané. Zéro temps. Vous quitteriez l'étoile et arriveriez sur Terre au même moment de votre propre expérience. Cela signifie que les photons qui atteignent vos yeux en ce moment, ceux qui vous permettent de voir l'écran devant vous de leur propre perspective, ils viennent juste d'être créés. Ou même s'ils ont voyagé pendant des milliards d'années depuis des galaxies lointaines, pour eux, pas une seule seconde ne s'est écoulée. Le temps est une illusion que seuls les êtres avec de la masse expérimentent. Les photons existent dans une éternité perpétuelle, un maintenant sans fin. Et en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, des photons anciens traversent votre corps.
Des photons créés quelques instants après le Big Bang, le rayonnement de fond cosmique, voyagent à travers vous sans que vous le sentiez. Vous êtes constamment baigné dans la lumière la plus ancienne de l'univers. Vous êtes connecté physiquement au premier moment de la création cosmique. Mais la véritable étrangeté des photons ne devient apparente que lorsque nous commençons à les observer de très près. C'est là que nous entrons dans le royaume véritablement troublant de la mécanique quantique. Car au niveau quantique, les règles de la réalité quotidienne ne s'appliquent tout simplement plus. Il y a une expérience qui a été réalisée des milliers de fois dans des laboratoires du monde entier et qui révèle la nature fondamentalement bizarre de la réalité. On l'appelle l'expérience de la double fente et elle va complètement changer votre compréhension de ce qu'est la matière. Imaginez un mur avec deux fentes verticales parallèles. Derrière ce mur, il y a un écran qui peut détecter où les particules frappent. Maintenant, tirez des photons, un par un, vers ce mur. Logiquement, vous vous attendriez à voir deux bandes sur l'écran correspondant aux deux fentes. Chaque photon devrait passer par l'une ou l'autre fente et frapper l'écran derrière. Simple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de deux bandes, vous voyez un motif complexe de bandes claires et sombres alternées. C'est ce qu'on appelle un motif d'interférence. C'est exactement ce que vous verriez si des ondes passaient par les deux fentes et interféraient les unes avec les autres. Comme des ondulations sur l'eau qui se rencontrent et s'amplifient ou s'annulent selon où elles se croisent. Attendez une minute. Nous avons dit que nous tirions des photons un par un seul photon à la fois. Avec quoi pourrait-il interférer? La seule explication possible est que chaque photon passe par les deux fentes en même temps. Un seul photon se comporte comme une onde, passant par les deux ouvertures simultanément et interférant avec lui-même. Cela n'a aucun sens selon notre logique quotidienne, mais c'est exactement ce que l'expérience montre, encore et encore et encore. Et maintenant, voici où cela devient vraiment étrange. Les scientifiques ont pensé, d'accord, mettons un détecteur près des fentes pour voir par laquelle le photon passe réellement. Peut-être que nous manquons quelque chose. Peut-être que si nous observons directement, nous comprendrons ce qui se passe vraiment. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dès que les scientifiques ont installé un détecteur pour observer quelle fente le photon traversait, le motif d'interférence a disparu. Le photon s'est soudainement comporté comme une particule normale, passant par une seule fente, créant juste deux bandes sur l'écran. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'acte même d'observer change le comportement de la particule. Quand nous ne regardons pas, le photon existe comme une onde de probabilité, passant par les deux fentes simultanément. Quand nous regardons, il se collapse en une particule définie, choisissant une seule fente. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une interprétation philosophique. C'est ce qui se passe littéralement dans les laboratoires. La réalité au niveau quantique semble dépendre de l'observation. L'univers semble savoir quand nous regardons. Cette découverte a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique. Elle suggère que la réalité objective, indépendante de l'observation, pourrait ne pas exister au niveau le plus fondamental. Le monde quantique n'est pas fait de choses définies avec des propriétés définies. Il est fait de possibilités, de potentialités, qui ne deviennent réelles que lorsqu'elles sont observées.
Le grand physicien Richard Feynman a dit un jour que si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne comprenez pas la mécanique quantique. C'est à quel point c'est étrange. Les plus grands esprits du monde luttent encore pour donner un sens à ces découvertes, des décennies après qu'elles aient été faites. Et c'est dans ce royaume bizarre, ce monde où les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps, où l'observation change la réalité, que nous trouvons le phénomène le plus mystérieux de tous. L'intrication quantique. La connexion impossible entre particules de lumière à travers l'univers. Pour comprendre comment cette découverte a été faite, nous devons remonter à l'année 1935. Albert Einstein était alors la figure la plus célèbre de la physique, peut-être de toute la science. Sa théorie de la relativité avait révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps. Mais il y avait une nouvelle théorie qu'Einstein n'aimait pas du tout, la mécanique quantique. Einstein trouvait la mécanique quantique profondément troublante. L'idée que les particules n'avaient pas de propriétés définies jusqu'à ce qu'elles soient observées lui semblait absurde. L'idée que Dieu jouait au dé avec l'univers, comme il le disait, était inacceptable pour lui. Il était convaincu que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir quelque chose de plus profond, de plus logique, sous-jacent à tout cela. Alors Einstein, avec deux collègues nommés Boris Podolsky et Nathan Rosen, a écrit un article célèbre, connu maintenant sous le nom de Paradoxe EPR. Dans cet article, ils ont essayé de prouver que la mécanique quantique était incomplète en mettant en évidence ce qu'ils pensaient être une impossibilité logique. Leur argument était le suivant. Selon la mécanique quantique, deux particules peuvent être créées de telle manière qu'elles sont intriquées. Cela signifie que certaines de leurs propriétés sont parfaitement corrélées. Par exemple, si vous mesurez le spin d'une particule et qu'il pointe vers le haut, le spin de l'autre particule pointera toujours vers le bas, et vice-versa. Maintenant, selon la mécanique quantique, ces propriétés ne sont pas déterminées à l'avance. Avant la mesure, chaque particule est dans une superposition, pointant à la fois vers le haut et vers le bas simultanément. Ce n'est que lorsque vous mesurez l'une d'elles que les deux se collapsent instantanément dans des états définis. Einstein a pointé du doigt l'absurdité apparente. Imaginez que vous séparez ces deux particules intriquées par une grande distance, disons des années-lumière. Puis, vous mesurez l'une d'elles. Selon la mécanique quantique, l'autre particule se collapse instantanément dans l'état correspondant. Mais comment peut-elle savoir que vous avez fait une mesure? Aucune information ne peut voyager plus vite que la lumière. C'est un principe fondamental de la relativité. Einstein a appelé cela l'action fantomatique à distance. Il pensait que c'était clairement absurde. Sa conclusion était que les particules devaient avoir des propriétés définies depuis le début, des propriétés cachées que nous ne pouvions simplement pas détecter. Or, la corrélation n'était pas quelque chose de magique qui se produisait instantanément. C'était simplement que les particules avaient toujours su ce qu'elles allaient révéler, comme deux enveloppes scellées contenant des messages complémentaires. Einstein avait raison de souligner l'étrangeté de la situation. Mais il avait tort sur la conclusion. Les particules n'ont pas de variables cachées. La connexion est réelle. Et prouver cela a nécessité l'une des expériences les plus ingénieuses de l'histoire de la science. Pour vraiment comprendre l'intrication quantique, permettez-moi de vous peindre une image
dans votre esprit. Imaginez 2 pièces de monnaie quantique. Ces pièces ne sont pas comme des pièces normales. Une pièce normale, quand vous la lancez, est soit face, soit pile avant même qu'elle n'atterrisse. Oui, nous ne savons simplement pas encore quel côté c'est jusqu'à ce que nous regardions. Mais une pièce quantique est différente. Avant que vous ne regardiez, elle est véritablement les deux, face et pile simultanément. Ce n'est pas que nous ne savons pas, c'est qu'elle n'a littéralement pas encore décidé. Maintenant, imaginez 2 de ces pièces quantiques qui ont été intriquées. Elles ont été créées ensemble dans un processus spécial qui les lie. Vous pouvez séparer ces pièces par n'importe quelle distance. Vous pouvez en envoyer une à l'autre bout de la galaxie. Et voici la magie. Quand vous regardez l'une des pièces et qu'elle se collapse en face, l'autre pièce, instantanément, où qu'elle soit dans l'univers, se collapse en pile, toujours, sans exception. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'elles avaient décidé à l'avance. Avant votre observation, les 2 étaient dans un état indéterminé. C'est votre mesure de l'une qui a en quelque sorte causé les 2 à prendre des valeurs définies et opposées instantanément à travers toute distance. C'est comme si les 2 pièces étaient en réalité une seule pièce, existant dans 2 endroits à la fois. La distance entre elles est une illusion. Au niveau le plus profond de la réalité, elles sont toujours connectées, toujours une. Mais comment 2 particules deviennent-elles intriquées en premier lieu? Il existe plusieurs méthodes, mais l'une des plus courantes implique un cristal spécial. Quand un photon de haute énergie passe à travers certains types de cristaux, il peut spontanément se diviser en 2 photons de plus basse énergie. Ces 2 photons émergent intriqués. Non, leurs polarisations sont parfaitement corrélées. Si vous mesurez l'un comme polarisé horizontalement, l'autre sera toujours polarisé verticalement. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus crée littéralement 2 particules à partir d'une seule. Et ces 2 nouvelles particules partagent une identité quantique. Elles sont nées ensemble, du même parent. Et cette connexion persiste, peu importe ce qui leur arrive ensuite, peu importe la distance qui les sépare. Pensez-y comme des jumeaux cosmiques. Mais des jumeaux bien plus profondément connectés que n'importe quel jumeau biologique. Ces particules partagent une existence. Mesurer l'une, c'est mesurer l'autre. Changer l'une, c'est affecter l'autre. La séparation spatiale est sans signification pour leur relation. Et cela soulève une question vertigineuse. Si 2 particules peuvent être aussi fondamentalement connectées, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de l'espace lui-même? L'espace est-il réel? Ou est-il une illusion, une façon pour notre cerveau de donner un sens à quelque chose de plus profond? Einstein pensait que cette connexion instantanée devait être une erreur dans la théorie. Il croyait que quelque chose de plus sensé devait se passer. Peut-être que les particules portaient des informations cachées, des variables que nous ne pouvions pas détecter qui déterminaient leurs propriétés à l'avance. Si c'était le cas, alors il n'y aurait pas besoin d'action fantomatique. Les particules sauraient simplement déjà ce qu'elles allaient révéler, comme un script écrit à l'avance. Cette idée des variables cachées était élégante et rassurante, et elle préservait notre intuition que la réalité était solide, définie et locale. Mais était-elle vraie? Pendant presque 30 ans, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Les équations de la mécanique quantique fonctionnaient parfaitement, faisant des prédictions incroyablement précises.
mais elle ne pouvait pas distinguer entre une réalité véritablement indéterminée et une réalité déterminée, mais cachée. Les deux possibilités donnaient les mêmes résultats expérimentaux. Et puis, en 1964, un physicien irlandais travaillant au CERN a changé tout. Son nom était John Stuart Bell. Et il a fait quelque chose de remarquable. Il a trouvé un moyen de tester si Einstein avait raison. Il a créé une inégalité mathématique, connue maintenant sous le nom d'inégalité de Bell, et ce qui serait violé si la mécanique quantique était correcte et respectée si les variables cachées existaient. L'idée de Bell était d'une élégance profonde. Si les particules portaient vraiment des instructions cachées déterminant leurs propriétés à l'avance, alors certaines combinaisons de mesures auraient des limites statistiques. Peu importe comment les particules étaient préparées, peu importe quelles informations cachées elles portaient, ces limites ne pourraient jamais être dépassées. Mais si la mécanique quantique était correcte, si les propriétés n'étaient vraiment pas déterminées jusqu'à la mesure, et si les particules étaient vraiment connectées instantanément, alors ces limites seraient violées. C'était un test de la réalité elle-même. Un test pour déterminer si l'univers était local et déterminé, comme Einstein le croyait, ou non local et probabiliste, comme la mécanique quantique le suggérait. Le problème était que cette expérience était incroyablement difficile à réaliser. Elle nécessitait de générer des paires de particules intriquées, de les séparer et de faire des mesures très précises, très rapidement. La technologie de l'époque n'était tout simplement pas à la hauteur. Mais les physiciens sont des gens patients et déterminés. Et en 1982, près de 2 décennies après que Bell a proposé son test, un physicien français nommé Alain Aspect a finalement réalisé l'expérience de manière convaincante. Aspect et son équipe à l'Université Paris-Sud ont créé une expérience ingénieuse. Ils ont généré des paires de photons intriqués et les ont envoyés vers des détecteurs séparés. Mais voici le génie de leur approche. Et ils ont changé l'orientation des détecteurs après que les photons avaient déjà été émis. Cela signifiait que si les photons portaient des informations cachées, ces informations auraient dû être décidées avant que les photons ne sachent quelles mesures allaient être faites sur eux. Les résultats étaient clairs et sans équivoque. L'inégalité de Bell était violée. Les limites statistiques que les variables cachées ne pouvaient pas dépasser étaient dépassées encore et encore. Einstein avait tort. La mécanique quantique avait raison. L'intrication quantique était réelle. Ce n'était pas une petite violation. Les résultats correspondaient exactement aux prédictions de la mécanique quantique, avec une précision remarquable. L'univers n'était pas local. Les particules intriquées étaient vraiment connectées de manière instantanée, et peu importe la distance. Mais la science est prudente et les scientifiques sont sceptiques. Peut-être y avait-il des failles dans l'expérience, des loopholes, comme disent les physiciens en anglais, des échappatoires qui pourraient permettre à une explication classique de se faufiler. Et en effet, plusieurs échappatoires ont été identifiés. La première était l'échappatoire de la détection. Les détecteurs n'étaient pas parfaits. Ils ne capturaient pas tous les photons. Peut-être que les photons non détectés auraient pu changer les statistiques. La deuxième était l'échappatoire de la communication. Même si Aspect changeait les détecteurs très rapidement, peut-être pas assez rapidement,
Peut-être qu'un signal subliminal pourrait encore avoir eu le temps de passer entre les détecteurs. La troisième était l'échappatoire du libre arbitre. Et peut-être que les choix de quelles mesures faire n'étaient pas vraiment aléatoires. Peut-être qu'ils étaient déterminés à l'avance d'une manière subtile qui pourrait biaiser les résultats. Pendant les décennies suivantes, les physiciens ont travaillé avec acharnement pour fermer ces échappatoires. Chaque nouvelle expérience était plus sophistiquée que la précédente. Les détecteurs s'amélioraient. Les distances augmentaient. Les méthodes de randomisation devenaient plus rigoureuses. Et en 2015 et 2016, une série d'expériences révolutionnaires a finalement fermé toutes les échappatoires connues simultanément. Des équipes à Delft, aux Pays-Bas, au NIST, aux États-Unis, et à Vienne, en Autriche, ont toutes réalisé des tests sans échappatoire. Et toutes ont confirmé les mêmes résultats. L'inégalité de Bell était violée. Et l'intrication quantique était réelle. Aucune explication classique, aucune variable cachée ne pouvait rendre compte des données. La réalité était officiellement, définitivement non locale. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs travaux expérimentaux sur l'intrication quantique. La récompense scientifique la plus prestigieuse au monde reconnaissait enfin ce que les expériences avaient donc prouvé. L'action fantomatique à distance d'Einstein n'était pas une erreur ou une bizarrerie. C'était une caractéristique fondamentale de notre univers. Mais que signifie vraiment que la réalité soit non locale? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans ce qui se passe réellement quand une particule est mesurée, dans le monde quantique. Et les particules n'existent pas dans des états définis comme les objets de notre vie quotidienne. Une balle de tennis est soit en mouvement, soit immobile. Elle est à un endroit précis à chaque instant. Mais une particule quantique est différente. Avant d'être mesurée, elle existe dans ce qu'on appelle une superposition, une combinaison de tous ces états possibles simultanément. Imaginez un électron qui peut tourner soit vers le haut, soit vers le bas. Avant que vous ne mesuriez son spin, il ne tourne ni vers le haut, ni vers le bas. Il fait les deux en même temps. Il est dans un état quantique qui est une superposition des deux possibilités. Ce n'est pas que nous ne savons pas dans quel état il est. Il est véritablement dans les deux états à la fois. Cette superposition est décrite mathématiquement par ce qu'on appelle la fonction d'onde. Et la fonction d'onde est une équation qui contient toutes les informations possibles sur la particule. Elle décrit les probabilités de chaque résultat possible si une mesure était faite. Et voici le mystère central de la mécanique quantique. Quand vous faites une mesure, la fonction d'onde se collapse. La superposition disparaît. La particule prend soudainement un état défini. Elle choisit vers le haut ou vers le bas. Et cette transition, ce collapse, est instantanée et apparemment aléatoire. Personne ne sait vraiment ce qui cause le collapse de la fonction d'onde. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Et c'est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique moderne. Certains pensent que c'est l'interaction avec un appareil de mesure qui cause le collapse. D'autres pensent que c'est la conscience de l'observateur. D'autres encore pensent que le collapse ne se produit pas vraiment, que tous les résultats possibles se réalisent dans des univers parallèles. Ce qui rend l'intrication quantique si spéciale, c'est que deux particules intriquées partagent
une seule fonction d'onde. Elles ne sont pas deux systèmes séparés avec des fonctions d'onde séparées. Elles sont un seul système quantique qui se trouve être distribué dans l'espace. Quand vous mesurez l'une des particules et que sa partie de la fonction d'onde se collapse, la fonction d'onde entière se collapse instantanément. Cela signifie que l'autre particule, peu importe où elle est dans l'univers, se collapse aussi dans un état correspondant au même moment. Ce n'est pas que l'information voyage de l'une à l'autre plus vite que la lumière. C'est qu'elles sont au niveau le plus fondamental. C'est la même chose. Mesurer l'une, c'est mesurer le système entier. La distance entre elles n'a pas de sens pour leur état quantique partagé. C'est ce que signifie la non-localité. L'espace, tel que nous le percevons, n'est pas le niveau le plus fondamental de la réalité. Sous l'espace, sous la séparation apparente des objets, il y a une connexion plus profonde. Les particules intriquées nous montrent que cette connexion existe. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser l'intrication pour envoyer des messages instantanément? Si les particules sont vraiment connectées à travers n'importe quelle distance, ne pourrions-nous pas les utiliser pour communiquer plus vite que la lumière? C'est une question que beaucoup de gens posent, et la réponse est à la fois subtile et importante. Non. Nous ne pouvons pas utiliser l'intrication pour envoyer des messages. Et voici pourquoi. Rappelez-vous que quand vous mesurez une particule intriquée, le résultat est aléatoire. Vous obtenez soit vers le haut, soit vers le bas, mais vous ne pouvez pas contrôler lequel. Oui, l'autre particule prendra l'état opposé, mais la personne qui mesure l'autre particule verra aussi juste un résultat aléatoire. Pour qu'un message soit envoyé, vous devriez pouvoir contrôler quel résultat vous obtenez. Vous voudriez pouvoir dire « je vais mesurer vers le haut pour signifier 1 et vers le bas pour signifier 0 ». Mais vous ne pouvez pas faire cela. Le résultat est toujours aléatoire. Les deux personnes, celle qui mesure la première particule et celle qui mesure la seconde, voient chacune une séquence aléatoire de résultats. Ce n'est que quand elles comparent leurs résultats, ce qui nécessite une communication classique ordinaire, qu'elles réalisent que leurs résultats sont parfaitement corrélés. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-communication. L'intrication quantique ne peut pas être utilisée pour transmettre de l'information classique plus vite que la lumière. La relativité d'Einstein est sauve, techniquement. Mais même si nous ne pouvons pas envoyer de messages instantanés, la connexion elle-même reste profondément mystérieuse. Comment les deux particules savent-elles être corrélées? Quel mécanisme cause cette coordination parfaite? Ces questions restent ouvertes et différents physiciens ont des interprétations différentes. L'interprétation de Copenhague, la plus ancienne et la plus traditionnelle, dit simplement que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Les corrélations existent et nous ne devrions pas chercher un mécanisme derrière elles. Demander comment le collapse se produit instantanément, c'est poser une mauvaise question. L'interprétation des mondes multiples offre une perspective différente. Selon cette vue, la fonction d'onde ne se collapse jamais vraiment. Au lieu de cela, chaque mesure cause une division de l'univers. Quand vous mesurez une particule et qu'elle montre vers le haut, un autre univers est créé où elle montre vers le bas. Vous et votre copie dans l'autre univers avez simplement des expériences différentes de la même réalité sous-jacente. Dans cette interprétation,
l'intrication n'est pas vraiment une connexion mystérieuse. Les deux particules existent dans tous leurs états possibles, et quand vous mesurez l'une, vous entrez simplement dans la branche de la réalité où vous avez obtenu un résultat particulier. Votre mesure de l'autre particule vous met dans la branche correspondante. Pas de signaux instantanés nécessaires. D'autres interprétations existent. L'interprétation des ondes pilotes de David Bohm propose des variables cachées non locales. L'interprétation transactionnelle suggère des signaux qui voyagent à la fois vers l'avant et vers l'arrière dans le temps. L'interprétation relationnelle propose que les états quantiques n'existent que par rapport aux observateurs. Chaque interprétation a ses partisans et ses critiques. Et voici ce qui est fascinant. Toutes ces interprétations font exactement les mêmes prédictions expérimentales. Il n'y a pas, pour l'instant, d'expérience qui puisse distinguer entre elles. Or que le choix entre elles est presque une question de philosophie plutôt que de physique. Mais au-delà des débats théoriques, l'intrication quantique a été démontrée expérimentalement à des échelles de plus en plus impressionnantes. Les scientifiques ont repoussé les limites de ce qui est possible, montrant que cette connexion étrange fonctionne dans des conditions de plus en plus extrêmes. En 2016, la Chine a lancé un satellite nommé Micius, le premier satellite de communication quantique au monde. Ce satellite a été utilisé pour réaliser une série d'expériences révolutionnaires sur l'intrication quantique à longue distance. Dans l'une de ces expériences, Micius a généré des paires de photons intriqués en orbite et les a distribués à 2 stations au sol séparées de plus de 1200 km. Les mesures ont montré que l'intrication était maintenue malgré cette distance énorme avec les photons traversant l'atmosphère terrestre. C'était la première fois que l'intrication quantique était démontrée à une échelle véritablement planétaire. Les résultats ont confirmé que l'intrication ne se dégrade pas avec la distance, du moins pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. La connexion persiste, que les particules soient séparées de millimètres ou de milliers de kilomètres. D'autres expériences ont été menées entre les îles Canaries, à travers le lac de Genève, et à travers des fibres optiques s'étendant sur des centaines de kilomètres. Chaque fois, les résultats sont les mêmes. L'intrication fonctionne, la connexion est réelle. Et les scientifiques ont commencé à intriquer des objets de plus en plus grands. Pendant longtemps, l'intrication semblait être un phénomène limité aux particules individuelles, des photons, des électrons, des atomes. Mais récemment, des expériences ont réussi à intriquer des objets beaucoup plus grands. En 2021, des chercheurs ont réussi à intriquer 2 petits tambours mécaniques, des objets visibles à l'œil nu, chacun contenant des milliards d'atomes. C'était une avancée remarquable, montrant que l'intrication n'est pas limitée au monde microscopique. Cela soulève une question fascinante. Où est la frontière entre le monde quantique et le monde classique? Pourquoi les objets de la vie quotidienne ne semblent-ils pas exhiber ces propriétés quantiques étranges? Pourquoi une balle de tennis ne peut-elle pas être intriquée avec une autre balle de tennis? La réponse semble être liée à quelque chose appelé la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, avec les molécules d'air, les photons ambiants, les vibrations thermiques, son état quantique se disperse rapidement. La superposition et l'intrication se perdent dans le bruit de l'environnement. Plus un objet est grand et chaud,
plus vite la décohérence se produit. Pour une particule isolée dans le vide, l'état quantique peut être maintenu pendant longtemps. Pour une balle de tennis à température ambiante, la décohérence se produit en une fraction de seconde, bien trop vite pour être observée. Mais cela ne signifie pas que les effets quantiques ne sont pas là. Ils sont simplement masqués par la décohérence. Et à mesure que les scientifiques deviennent meilleurs pour isoler des systèmes de plus en plus grands, ils peuvent observer des comportements quantiques à des échelles de plus en plus impressionnantes. Certains scientifiques spéculent même sur la possibilité d'intriquer des organismes vivants un jour. Si un virus ou une bactérie pouvait être suffisamment isolé, pourrait-il exhiber des propriétés quantiques? Pourrait-il être en superposition d'états? Pourrait-il être intriqué avec un autre organisme? Ces questions nous amènent aux frontières absolues de notre compréhension, où la physique rencontre la biologie et peut-être même la philosophie de l'esprit. L'intrication quantique n'est pas seulement un sujet fascinant pour les physiciens théoriciens. Elle a des applications pratiques extraordinaires qui sont en train de transformer notre technologie. Considérons d'abord l'informatique quantique. Les ordinateurs classiques utilisent des bits qui peuvent être soit 0, soit 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits qui peuvent être dans une superposition de 0 et 1 simultanément. Cela permet à un ordinateur quantique d'explorer de nombreuses possibilités en parallèle, le rendant exponentiellement plus puissant pour certains types de calculs. Mais voici où l'intrication devient cruciale. Pour qu'un ordinateur quantique atteigne son plein potentiel, ces qubits doivent être intriqués. L'intrication permet aux qubits de travailler ensemble d'une manière qui n'a pas d'équivalent classique. Des qubits intriqués peuvent effectuer des calculs corrélés instantanément sans avoir besoin de communiquer entre eux de manière classique. Des entreprises comme Google, IBM et de nombreuses startups travaillent fébrilement sur le développement d'ordinateurs quantiques. En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique, ce qui signifie qu'ils avaient effectué un calcul qu'aucun ordinateur classique ne pourrait réaliser dans un temps raisonnable. Les applications potentielles sont stupéfiantes. Les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner la découverte de médicaments en simulant des molécules complexes. Ils pourraient optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales, améliorer les modèles climatiques et accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Mais ils pourraient aussi casser la plupart des systèmes de cryptographie que nous utilisons aujourd'hui. Les algorithmes qui sécurisent vos transactions bancaires, vos communications privées, mais les secrets d'État sont basés sur des problèmes mathématiques que les ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre efficacement. Les ordinateurs quantiques pourraient les résoudre en un clin d'œil. C'est pourquoi une autre application de l'intrication quantique est si importante, la cryptographie quantique. Imaginez un système de communication qui est impossible à espionner. Pas difficile, impossible. C'est ce que la cryptographie quantique promet. Le protocole le plus connu s'appelle la distribution de clés quantiques. Voici comment cela fonctionne. Deux parties, appelons-les Alice et Bob, veulent établir une clé secrète partagée qu'elles peuvent utiliser pour chiffrer leur communication. Alice génère des paires de photons intriqués et envoie un photon de chaque paire à Bob. Ils mesurent tous les deux leurs photons et, grâce à l'intrication, leurs résultats sont corrélés. Après quelques étapes supplémentaires pour vérifier qu'aucun espion n'a interféré, ils se retrouvent avec une clé secrète
partagé que personne d'autre ne peut connaître. Et voici la beauté de la chose. Si quelqu'un essaie d'intercepter les photons, leur intervention perturbe nécessairement les états quantiques. Alice et Bob peuvent détecter cette perturbation. Ils sauront immédiatement que quelqu'un a essayé de les espionner. Ce n'est pas basé sur la difficulté d'un problème mathématique, comme la cryptographie classique. C'est basé sur les lois fondamentales de la physique. Tant que la mécanique quantique est correcte, ce système est inviolable. La Chine a déjà déployé un réseau de communication quantique s'étendant sur plus de 4600 km, reliant Pékin à Shanghai. Des banques et des institutions gouvernementales l'utilisent pour sécuriser leurs communications les plus sensibles. L'Europe et les États-Unis travaillent sur leur propre réseau quantique. Dans les prochaines décennies, nous pourrions voir émerger un Internet quantique mondial, un réseau où les communications sont fondamentalement sécurisées par les lois de la physique. Et puis, il y a la téléportation quantique. Oui, la téléportation. Pas comme dans Star Trek, pas encore, mais quelque chose de tout aussi fascinant. La téléportation quantique permet de transférer l'état quantique d'une particule à une autre particule distante sans que l'état traverse physiquement l'espace entre elles. La particule d'origine est détruite dans le processus et son état exact est recréé dans la particule de destination. Non, voici comment cela fonctionne, de manière simplifiée. Alice a une particule dont elle veut téléporter l'état à Bob. Ils partagent une paire de particules intriquées. Alice effectue une mesure conjointe sur sa particule originale et sa particule intriquée. Cette mesure produit un résultat aléatoire et détruit l'état original. Alice envoie le résultat de sa mesure à Bob par un canal classique à la vitesse de la lumière, ou moins. Bob utilise cette information pour ajuster sa particule intriquée, et voilà, elle est maintenant dans exactement le même état que la particule originale d'Alice. Notez que cela ne viole pas la relativité. L'information classique doit encore être envoyée à la vitesse de la lumière, ou moins. Mais l'état quantique lui-même est transféré d'une manière qui ne serait pas possible sans l'intrication. Et que la téléportation quantique a été réalisée avec des photons, des atomes et même des ions. Les distances sur lesquelles elle a été démontrée ne cessent d'augmenter. C'est une technologie clé pour le futur Internet quantique, permettant de transférer des états quantiques entre des nœuds distants. Et dans un avenir très lointain, qui sait, peut-être que la téléportation pourrait être étendue à des systèmes de plus en plus complexes. Certains spéculent même sur la possibilité de téléporter des états cérébraux, transférant l'information qui constitue une conscience d'un endroit à un autre. Les capteurs quantiques représentent une autre application prometteuse. L'intrication peut être utilisée pour créer des capteurs d'une sensibilité extraordinaire, capables de détecter des signaux incroyablement faibles. Et ces capteurs pourraient révolutionner la détection des ondes gravitationnelles, nous permettant d'écouter les murmures de l'univers avec une précision sans précédent. Ils pourraient permettre de cartographier ce qui se trouve sous terre sans avoir besoin de creuser. Ils pourraient améliorer l'imagerie médicale, permettant de voir à l'intérieur du corps humain avec des détails jamais atteints. Les applications militaires ne sont pas perdues sur les gouvernements du monde. Des capteurs quantiques pourraient détecter des sous-marins furtifs, rendre invisibles les avions visibles et donner des avantages stratégiques considérables. C'est pourquoi la course à la technologie quantique
est devenue une priorité nationale pour de nombreux pays. Des milliards de dollars sont investis dans la recherche et le développement. Celui qui maîtrisera ces technologies aura un avantage considérable dans les décennies à venir. Mais au-delà des applications pratiques, l'intrication quantique soulève des questions philosophiques profondes qui touchent à notre compréhension même de la réalité. Que signifie le fait que deux particules puissent être connectées instantanément à travers n'importe quelle distance? Si l'espace ne constitue pas une barrière pour cette connexion, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de l'espace? Certains physiciens, notamment ceux qui travaillent sur la gravité quantique, pensent que l'espace lui-même pourrait émerger de l'intrication. Selon cette vue, l'espace n'est pas fondamental. Il est créé par les corrélations quantiques entre les constituants de l'univers. Cette idée est résumée par une conjecture appelée ER égale EPR, proposée par les physiciens Juan Maldacena et Leonard Susskind. ER fait référence au pont Einstein-Rosen, un autre nom pour les trous de verre, des tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps. EPR fait référence au paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, l'intrication quantique. La conjecture suggère que ces deux concepts, les trous de verre et l'intrication, sont en fait la même chose, vus de deux perspectives différentes. Deux particules intriquées seraient connectées par un minuscule trou de verre. La connexion instantanée de l'intrication serait le trou de verre. L'espace et l'intrication seraient deux faces de la même médaille. Si c'est vrai, cela aurait des implications profondes. Cela signifierait que la structure même de l'espace-temps est tissée par des fils d'intrication quantique. L'univers serait un vaste réseau de connexions quantiques et l'espace que nous percevons serait une illusion émergente de ce réseau. C'est une idée vertigineuse. L'espace, cette étendue qui semble si réelle, si fondamentale, pourrait n'être qu'une façon pratique pour notre cerveau de représenter quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus étrange. Et puis, il y a l'hypothèse de la simulation. Si l'intrication quantique semble si étrange, si contraire à nos intuitions, peut-être est-ce parce que nous vivons dans une réalité simulée. Et l'intrication est un artefact de la façon dont la simulation est programmée. Pensez à un jeu vidéo. Dans un jeu, les objets n'existent pas vraiment séparément. Ils sont tous des données dans la mémoire d'un ordinateur. Deux objets qui semblent être aux côtés opposés du monde du jeu sont en réalité stockés côte à côte dans la mémoire. Leurs propriétés peuvent être corrélées instantanément parce que, au niveau fondamental, ils font partie du même système. Si notre univers est une simulation, l'intrication quantique pourrait être quelque chose de similaire. Deux particules qui semblent séparées par des années-lumière pourraient être, au niveau du code sous-jacent, juste des variables adjacentes dans un programme cosmique. Cette hypothèse peut sembler farfelue, mais elle est prise au sérieux par certains penseurs de premier plan. Elon Musk a déclaré qu'il pensait que les chances que nous vivions dans la réalité de base étaient d'1 sur 1 milliard. Neil deGrasse Tyson a dit qu'il pensait que la probabilité était de 50%. Bien sûr, l'hypothèse de la simulation soulève autant de questions qu'elle en répond. Qui a créé la simulation? Sont-ils eux-mêmes dans une simulation? Est-ce que les simulations vont tout en bas, à l'infini? Et même si nous sommes dans une simulation, cela change-t-il vraiment quelque chose? Notre expérience reste notre expérience. Nos relations restent réelles pour nous.
Peut-être que la nature ultime de la réalité importe moins que ce que nous faisons avec l'expérience que nous avons. L'intrication quantique a aussi été invoquée dans des discussions sur la conscience. Certains scientifiques et philosophes pensent que la conscience pourrait être un phénomène quantique et que l'intrication pourrait jouer un rôle dans son fonctionnement. Roger Penrose, l'un des physiciens les plus respectés au monde et lauréat du prix Nobel, a proposé avec l'anesthésiste Stuart Hameroff que la conscience émerge de processus quantiques dans des structures appelées microtubules à l'intérieur des neurones. Selon leur théorie, appelée OR pour Orchestrated Objective Reduction, les microtubules peuvent maintenir des états quantiques superposés et le collapse de ces états est ce qui crée les moments de conscience. L'intrication entre les microtubules de différents neurones pourrait expliquer l'unité de l'expérience consciente. Cette théorie est controversée. Beaucoup de physiciens et de neuroscientifiques pensent que le cerveau est trop chaud et trop désordonné pour maintenir des effets quantiques significatifs. La décohérence se produirait bien trop vite pour que l'intrication joue un rôle. Mais d'autres recherches ont montré que des effets quantiques pourraient être présents dans des systèmes biologiques après tout. La photosynthèse, par exemple, semble utiliser des effets quantiques pour être si efficace. Certains oiseaux pourraient utiliser l'intrication quantique pour naviguer en utilisant le champ magnétique terrestre. Si des organismes vivants peuvent exploiter des effets quantiques, peut-être que le cerveau le fait aussi. Peut-être que votre conscience est, en ce moment même, un phénomène quantique, intriqué avec elle-même de manière que nous ne comprenons pas encore. C'est une pensée vertigineuse. Votre expérience de lire ces mots, votre sens de vous-même, votre conscience de votre propre existence, tout cela pourrait être fondamentalement lié aux mêmes phénomènes étranges que nous avons explorés ce soir. Si la conscience est quantique, qu'est-ce que cela implique pour notre place dans l'univers? Sommes-nous simplement des observateurs passifs de la réalité, ou notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création de ce que nous percevons? Le problème de la mesure en mécanique quantique suggère que l'observation joue un rôle spécial. Les particules n'ont pas de propriétés définies jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. Mais qu'est-ce qui compte comme une mesure? Est-ce suffisant qu'un appareil enregistre un résultat, ou faut-il qu'une conscience observe ce résultat? Eugene Wigner, un autre lauréat du prix Nobel, a proposé une expérience de pensée connue sous le nom de l'ami de Wigner. Imaginez que l'ami de Wigner effectue une mesure sur une particule dans un laboratoire fermé. Selon la mécanique quantique, donc la mesure de l'ami cause le collapse de la fonction d'onde. La particule prend un état défini. Mais du point de vue de Wigner, qui est à l'extérieur du laboratoire et n'a pas observé le résultat, l'ami et la particule sont tous deux dans une superposition. La fonction d'onde n'a pas encore collapsé pour lui. Qui a raison? Le collapse dépend-il de qui observe? La réalité est-elle subjective au niveau quantique? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Différentes interprétations de la mécanique quantique donnent des réponses différentes, mais elles montrent à quel point l'intrication et les phénomènes quantiques touchent aux questions les plus profondes sur la nature de la réalité et notre place en elle. Certaines traditions philosophiques et spirituelles anciennes ont longtemps soutenu que l'univers est fondamentalement un, ou que la séparation que nous percevons entre les objets est une illusion. L'Advaita Vedanta de l'Inde ancienne, le bouddhisme, le taoïsme et d'autres traditions parlent tous d'une unité sous-jacente
à toute existence. Il serait exagéré de dire que la mécanique quantique prouve ces traditions. La science et la spiritualité sont des domaines différents, avec des méthodes et des objectifs différents. Mais il est intriguant de noter certains parallèles. L'idée que deux particules peuvent être une seule entité, peu importe la distance qui les sépare, résonne avec l'idée que toutes les choses sont connectées. L'idée que l'observation affecte la réalité résonne avec l'idée que la conscience est fondamentale à l'existence. L'idée que l'espace pourrait être une illusion résonne avec l'idée que le monde des formes séparées est Maya, illusion. Et je ne suggère pas que les anciens sages connaissaient la mécanique quantique. Mais peut-être qu'ils avaient intuitionné quelque chose sur la nature de la réalité que la science commence seulement maintenant à découvrir par d'autres moyens. Et peut-être que cette découverte peut nous aider à nous sentir plus connectés au cosmos. Quand vous regardez les étoiles ce soir, rappelez-vous que les photons qui atteignent vos yeux sont potentiellement intriqués avec d'autres photons partout dans l'univers. Les atomes de votre corps ont été forgés dans des étoiles il y a des milliards d'années. Et ils ont été intriqués d'innombrables fois au cours de leur voyage jusqu'à vous. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous êtes l'univers, expérimentant lui-même subjectivement. Oh, chaque particule de votre être est tissée dans la tapisserie cosmique d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Malgré tout ce que nous avons appris, il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas sur l'intrication quantique et ses implications. Nous ne savons pas pourquoi l'intrication existe. Nous pouvons la décrire mathématiquement, avec une précision extraordinaire. Nous pouvons l'utiliser pour construire des technologies. Mais nous ne savons pas quelle en est la cause profonde. Pourquoi l'univers est-il structuré de manière à permettre ces connexions non locales? Est-ce un accident ou y a-t-il une raison plus profonde? Nous ne savons pas où se trouve la frontière entre le monde quantique et le monde classique. Pourquoi les objets macroscopiques ne semblent-ils pas exhiber de superposition ou d'intrication? La décohérence est-elle la réponse complète? Ou y a-t-il quelque chose de plus fondamental en jeu? Nous ne savons pas comment réconcilier la mécanique quantique avec la relativité générale. Ces deux théories sont les piliers de la physique moderne. Et elles sont toutes deux extraordinairement bien confirmées. Mais elles sont aussi fondamentalement incompatibles. La relativité générale décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps, un tissu continu et lisse. La mécanique quantique décrit la réalité comme granulaire, faite de quanta discrets. Unir ces deux visions est le saint graal de la physique théorique. L'intrication pourrait être la clé de cette unification. La conjecture ER égale EPR suggère que l'intrication et la structure de l'espace-temps sont intimement liées. Les théories de la gravité quantique, comme la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, explorent ces connexions. Mais nous n'avons pas encore de théorie complète. Nous ne savons pas si les particules peuvent être intriquées à travers le temps aussi bien qu'à travers l'espace. Des expériences ont montré que des choix faits dans le futur peuvent affecter des résultats dans le passé d'une manière limitée. Ces expériences de choix retardés suggèrent que le temps, comme l'espace, pourrait ne pas être aussi fondamental que nous le pensons. Si l'intrication peut connecter des particules à travers le temps, qu'est-ce que cela signifie pour la causalité? Le futur peut-il influencer le passé? Sommes-nous libres? Ou notre avenir est-il déjà déterminé d'une manière que nous ne pouvons pas percevoir?
Et finalement, alors nous ne savons pas ce que tout cela signifie pour notre compréhension de nous-mêmes. Si la réalité est fondamentalement non locale, si l'espace est une illusion, si la conscience est quantique, alors qui sommes-nous vraiment? Que signifie être un être conscient dans un univers aussi étrange? Ces questions restent ouvertes. Et peut-être que c'est une bonne chose. Le mystère est ce qui nous pousse à explorer, à questionner, à chercher. Un univers complètement compris serait peut-être un univers moins merveilleux. Les années et les décennies à venir promettent des avancées extraordinaires dans notre compréhension de l'intrication quantique. Des expériences de plus en plus ambitieuses sont planifiées. Les scientifiques veulent étendre l'intrication sur des distances encore plus grandes, peut-être même entre la Terre et la Lune. Ils veulent intriquer des objets de plus en plus grands, peut-être un jour des organismes vivants. Ils veulent tester les limites des différentes interprétations de la mécanique quantique. Les technologies quantiques vont continuer à se développer. D'ici la fin des années 2020, nous devrions voir des ordinateurs quantiques véritablement utiles, capables de résoudre des problèmes pratiques au-delà de la portée des ordinateurs classiques. D'ici les années 2030 ou 2040, nous pourrions voir l'émergence d'un Internet quantique mondial, reliant des nœuds quantiques à travers les continents. Ces technologies vont transformer notre monde. La cryptographie, l'informatique, les communications, la médecine, la science des matériaux, tout sera affecté. Nous sommes au début d'une révolution quantique qui pourrait être aussi transformatrice que la révolution industrielle ou la révolution numérique. Et au-delà des technologies, notre compréhension théorique va continuer à s'approfondir. Peut-être qu'une nouvelle physique émergera, une théorie qui unifiera la mécanique quantique et la relativité générale. Peut-être que nous comprendrons enfin ce que l'intrication nous dit vraiment sur la nature, de l'espace, du temps et de la réalité. Ou peut-être que certains mystères resteront. Peut-être que l'univers gardera toujours certains de ses secrets. Peut-être que pour chaque question que nous résolvons, de nouvelles questions plus profondes émergeront. Et peut-être que c'est bien ainsi. La quête de compréhension est elle-même une source de sens et d'émerveillement. Et le voyage est aussi important que la destination. En terminant ce voyage ensemble, récapitulons ce que nous avons découvert cette nuit. Nous avons commencé par la lumière, cette substance mystérieuse qui a fasciné l'humanité depuis l'aube de la conscience. Nous avons vu comment les anciens se questionnaient sur sa nature, comment Newton et Huygens débattaient de savoir si c'était une onde ou une particule, et comment la physique moderne a révélé qu'elle est les deux à la fois, et ni l'un ni l'autre. Nous avons exploré le photon, cette particule sans masse, qui voyage à la vitesse limite de l'univers, qui n'expérimente pas le temps, et qui nous connecte aux premiers instants de la création cosmique. Nous avons plongé dans l'expérience de la double fente, qui révèle que la réalité, au niveau quantique, n'est pas faite de choses définies, mais de possibilités, qui ne deviennent réelles que lorsqu'elles sont observées. Nous avons rencontré Einstein et son malaise face à l'intrication quantique, son action fantomatique à distance qu'il refusait de croire. Nous avons vu comment John Bell a conçu un test pour déterminer si Einstein avait raison et comment Alain Aspect et d'autres ont prouvé qu'il avait tort. L'intrication est réelle. La réalité est non locale. Nous avons exploré ce que signifie cette non-localité, comment deux particules
peuvent être une seule entité à travers n'importe quelle distance. Comment l'espace pourrait être une illusion émergente de connexion plus profonde. Nous avons découvert les applications technologiques extraordinaires de l'intrication, des ordinateurs quantiques qui pourraient révolutionner notre monde, à la cryptographie inviolable, à la téléportation quantique. Et nous avons médité sur les implications philosophiques profondes, la possibilité que nous vivions dans une simulation, le rôle possible de la conscience dans la réalité quantique et les connexions avec les intuitions des traditions spirituelles anciennes. L'intrication quantique nous montre que l'univers est bien plus étrange, bien plus merveilleux, bien plus interconnecté que nous ne l'aurions jamais imaginé. Elle nous rappelle que malgré toutes nos connaissances, nous sommes encore au début de notre compréhension du cosmos. Et peut-être le plus important, elle nous rappelle que nous faisons partie de ce cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs séparés regardant l'univers de l'extérieur. Et nous sommes l'univers lui-même, expérimentant sa propre existence, questionnant sa propre nature. Les particules de votre corps ont été forgées dans les cœurs d'étoiles mourantes il y a des milliards d'années. Elles ont voyagé à travers le vide de l'espace, se sont assemblées pour former la Terre, ont circulé à travers d'innombrables formes de vie, et maintenant, temporairement, elles constituent vous. Et à travers vous, l'univers se contemple lui-même. Chaque atome en vous a été intriqué d'innombrables fois au cours de son voyage cosmique. Vous êtes tissés dans la tapisserie de l'existence par des fils de corrélation quantique que nous ne pouvons même pas percevoir. La séparation que vous ressentez entre vous et le reste du monde est, à un certain niveau, une illusion. Vous êtes connectés à tout, partout, toujours. Cette nuit, en vous endormant, emportez cette pensée avec vous. Vous n'êtes pas seul dans ce vaste univers. Vous êtes le vaste univers. Et l'univers, à travers vous, rêve. Les photons des étoiles lointaines continuent leur voyage éternel vers vous. La lumière la plus ancienne de la création traverse votre chambre en ce moment même. Les mystères de la mécanique quantique continuent de nous défier et de nous émerveiller. Et demain, quand vous vous réveillerez, le soleil enverra ses photons vers vous, comme il l'a fait pendant des milliards d'années. Chaque rayon de lumière sera une invitation à l'émerveillement, un rappel que vous vivez dans un univers de mystères infinis. Restez curieux. Continuez à questionner. L'univers a encore tant de secrets à révéler, et vous êtes là, à ce moment précis de l'histoire cosmique, pour participer à leur découverte. Alors que vos yeux se ferment et que votre esprit dérive vers le sommeil, rappelez-vous que même dans vos rêves, vous restez connectés au cosmos. Les particules de votre cerveau participent au ballet quantique de l'existence. Vos rêves sont peut-être, d'une certaine manière, l'univers en train de rêver à travers vous. Dormez bien, voyageurs cosmiques. L'univers vous portera à travers la nuit, comme il vous porte à travers l'éternité. Et quand vous vous réveillerez, les mystères vous attendront encore, invitant à de nouvelles explorations, de nouvelles découvertes, de nouveaux émerveillements. La lumière continue son voyage infini à travers le cosmos. Les particules intriquées maintiennent leur connexion impossible à travers les distances inimaginables. Et vous, faits de poussière d'étoiles et de mystères quantiques, vous êtes ici, conscients et vivants, partie intégrante de cette danse cosmique qui dure depuis presque 14 milliards d'années. Ce n'est pas la fin de notre exploration. Ce n'est qu'une pause dans un voyage sans fin.
car les questions que nous avons posées cette nuit mèneront à d'autres questions, qui mèneront à d'autres découvertes, qui révéleront d'autres mystères. L'univers est infini, et notre capacité d'émerveillement l'est aussi. Reposez-vous maintenant. Laissez les mystères de l'intrication quantique bercer votre esprit vers des rêves paisibles. Et sachez que quoi que vous rêviez, vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes fait de lumière éternelle et de connexion impossible. Vous êtes l'univers conscient de lui-même. Et cette nuit, comme toutes les nuits, le cosmos vous enveloppe de son mystère infini. Bonne nuit, explorateurs des étoiles. Que vos rêves soient tissés de lumière et de merveilles quantiques. Et que demain vous apporte de nouvelles occasions de contempler l'extraordinaire univers dans lequel nous avons la chance d'exister. Car nous sommes tous, chacun d'entre nous, des particules de lumière connectées à travers l'univers. Nous sommes tous intriqués dans cette grande tapisserie cosmique. Et cette connexion, ce lien qui défie l'espace et le temps, est peut-être la chose la plus belle et la plus mystérieuse que l'univers ait jamais créée. Dormez en paix, sachant que vous faites partie de quelque chose d'infini. Et maintenant, laissez votre conscience dériver doucement. Les étoiles veillent sur vous. La lumière ancienne continue son voyage. Et les mystères quantiques dansent autour de vous. Vous êtes exactement là où vous devez être à ce moment précis de l'éternité cosmique. Reposez-vous. L'univers vous portera. End.